l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Alors cette semaine encore, on est en compagnie de la metteuse en scène Manon Aissobéry afin de poursuivre notre discussion autour du théâtre et particulièrement de sa pièce Entre les deux, il y a Gênes, montée avec sa compagnie de l'Onde. Bonjour Manon. Bonjour Emma. Alors pour commencer, j'aimerais débuter cet épisode en vous posant une question un peu sur le pouvoir du théâtre. Il a longtemps été un lieu de catharsis, je pense évidemment aux grandes tragédies grecques, mais aussi de manière plus large, un lieu d'exploration des passions et des crises de chaque époque. Selon vous, comment est-ce que le théâtre il peut aujourd'hui nous aider précisément à penser et peut-être même ressentir nos crises contemporaines ? C'est vrai qu'il y a presque une forme de nostalgie chez beaucoup de personnes qui font ou qui vont au théâtre de la pensée du théâtre antique où c'est vraiment des milliers de personnes qui sont réunies et où il y a déjà énormément de choses de ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Finalement, l'essence du théâtre est donc de la proximité entre la représentation de l'action et le public. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment le fait de pouvoir se réunir et exister dans les mêmes salles qui fait la force du théâtre, mais plus largement du spectacle vivant. Et je ne suis pas d'ailleurs sûre que le théâtre est plus ou moins raconté qu'un concert de musique, par exemple. Mais en tout cas, le théâtre a ce rapport à la proximité et à l'immédiateté. Même si ça prend du temps de monter un spectacle, ça demande des allers-retours, des moments de création, de répétition, des réflexions assez solitaires simplement avec l'équipe et sans le public. Le moment de la représentation est forcément éphémère, on le sait, est forcément un moment de proximité avec le public, mais permet aussi d'une certaine manière de réactualiser le spectacle au fur et à mesure des représentations. Et dans le cadre de notre spectacle Entre les deux, il y a Gênes, du fait des enjeux documentaires et du fait de la réactualisation permanente du sujet des violences policières, parce que pendant la création et la diffusion du spectacle, on a commencé à travailler sur ce spectacle il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'enjeux et de phrases et de répliques de la pièce qui se sont mises à résonner plus ou moins fort avec l'actualité et qui se sont beaucoup réactualisées du fait de la loi sécurité globale, du mouvement des Gilets jaunes, de la mort de Naël, des mouvements justice pour Adama ou justice pour Théo, qui ont tous eu lieu pendant qu'on faisait vivre ce spectacle. Ça nous a amené à faire résonner le spectacle différemment, parfois à s'autoriser aussi à le changer, à le réécrire au fur et à mesure des représentations ou à réécrire notre manière de parler à l'issue de cette représentation-là. Et je pense que c'est cette force de la réactualisation, du fait qu'il n'y a rien qui est figé. L'immédiateté va faire émerger une émotion particulière au jour et à l'espace de la représentation, que ce soit pour les personnes au plateau, mais aussi pour les personnes dans la salle. Et donc, la résonance, l'évocation, la sensibilité, la cohésion d'un groupe aussi, parce qu'il y a une forme de groupe qui se met en place et qui coexiste pendant la durée de la représentation, n'est pas la même. Et c'est ce qui fait qu'elle nous permet de ressentir des choses collectivement, ce pourquoi on a de moins en moins d'occasions de vraiment se connecter à une émotion ou se connecter à une idée ensemble dans la même pièce. On va toujours pouvoir le faire et c'est aussi la force des réseaux sociaux, des formats courts, du numérique, de pouvoir... Il y a aussi ce rapport à l'immédiateté et à la réponse permanente et au fait qu'on peut se réunir autour de certains sujets. Mais ce qui fait la force du spectacle vivant, d'ailleurs souvent on insiste sur le mot vivant, c'est tout l'impalpable qui a lieu dans le cadre d'une représentation. Alors, en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de penser à une métaphore, à la notion du Theatrum Mundi, quand on voit notre actualité, j'espère que je le prononce bien, qui renvoie à l'idée que justement la vie sociale est une mise en scène. Alors, de la caverne de Platon jusqu'à la société du spectacle de Guy Debord, cette métaphore elle nous a toujours un peu accompagnés tout le temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait nous aider peut-être à nous donner une grille de lecture pour... penser les enjeux politiques, sociaux, actuels, cette idée de Theatrum Mundi?
C'est marrant parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue à des amis assez récemment de la question de la performativité de la manifestation, justement. Du fait qu'on arrive un peu collectivement à se dire que la manifestation ne sert pas à grand-chose en soi, qu'en tout cas, elle ne permet plus ou pas souvent de faire annuler des propositions de loi, par exemple, de la part du gouvernement, car elle ne permet plus de complètement renverser la vapeur, ni même renverser l'opinion publique, soit parce que l'opinion publique est déjà du côté de la manifestation, soit parce que c'est des mouvements et des revendications qui paraissent assez minoritaires par rapport au discours médiatique dominant. Et donc, on en est arrivé à la conclusion que la manifestation trouvait sa force, encore une fois, dans la connexion impalpable entre les différentes personnes qui sont réunies dans le corps collectif, mais aussi dans ce qu'elle permet de performer, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. L'aspect rituel de la manifestation, les stands de merguez, la distribution des tracts, les siamo tutti antifascisti, le fait que c'est toujours certaines personnes qui vont lancer des slogans, qu'il va y avoir des organisations qui vont arriver très préparées. Finalement, c'est aussi ce qui fait sa force parce que c'est ce qui permet de se connecter les unes les uns aux autres et qui permet de trouver la force du corps collectif et donc de se sentir moins isolé dans des revendications et dans une pensée qu'on imagine individuelle ou individualiste alors qu'en fait elle résonne avec beaucoup d'autres pensées. Et cette performativité-là, je trouve qu'il faut en avoir conscience, mais qu'il faut aussi lui conférer la force que ça nous procure et l'émotion qu'elle permet de générer, de continuer à se retrouver et à se réunir. Et c'est ça qui me paraît tout autant important dans la manifestation que dans le spectacle vivant. Merci beaucoup Manon. On va repartir un petit peu sur les thématiques abordées par votre pièce Entre les deux, il y a gêne. Il y a une notion que vous abordez dedans sur laquelle on aimerait revenir, il s'agit de l'insurrection. Qu'est-ce que l'insurrection pour vous Manon et pourquoi y êtes-vous attachée ? L'insurrection, je pense que je l'associe à des images très fortes et des images plutôt issues du monde naturel, de la braise qui fait prendre un feu ou d'une bourrasque de vent qui va emporter des feuilles. Enfin, il y a quelque chose d'assez physique, je trouve, dans l'image de l'insurrection, qui est d'une ampleur qu'on pouvait pas forcément présager, qui va permettre de créer une pensée collective là où elle était encore minoritaire peu de temps avant. L'insurrection à laquelle je reste profondément attachée, c'est l'insurrection de la pensée. C'est ce qui m'a permis, moi, de m'émanciper politiquement en tant que personne, mais aussi au sein des différents groupes sociaux auxquels j'appartiens. Et c'est cette pensée de toujours pouvoir continuer à apprendre en se remettant en question, en sachant que forcément... nos théories et nos mises en pratique sont de fait lacunaires, déjà parce que la pensée avance et on est obligé d'avancer avec. Et on ne va pas la prendre en charge de la même manière selon les personnes et les époques auxquelles on est confronté. Mais aussi de voir qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas toujours anticiper, qu'on ne peut pas toujours prévoir, qui va faire qu'on va se réunir autour d'une pensée qui s'est déverrouillée et qui va nous amener... Je pense par exemple à l'ouvrage des Soulèvements de la Terre qui dit que de plus en plus de monde pense au fait d'avoir la cisaille entre les mains. Je paraphrase un petit peu les Soulèvements de la Terre, mais sont de plus en plus prêts dans la pensée à couper un fil de fer à la cisaille et que plus il y aura de personnes prêtes à le penser, plus il y aura de personnes qui seront effectivement capables de le faire. Et c'est là où l'insurrection... elle s'apparente très fort à l'idée de déverrouiller quelque chose à l'intérieur de nous et donc de s'émanciper nous-mêmes pour pouvoir émanciper les autres. Alors merci Manon. Toujours sur votre pièce Entre les deux, il y a gêne. Dans celle-ci, vous racontez donc les manifestations, mais vous ne réalisez pas véritablement de critique sur la figure du Black Bloc, que vous dénoncez avoir d'ailleurs été qualifié injustement comme les méchants du G8 de Gênes. Pourtant, le Black Bloc reste une force largement disqualifiée médiatiquement, en même temps qu'elle est une force politique plutôt faible aujourd'hui. Alors ma question, ce serait quelles seraient justement les puissances et les fragilités de la tactique Black Bloc aujourd'hui ? La fragilité de la tactique Black Bloc, c'est que justement, elle n'est pas considérée comme étant une technique, mais qu'elle est considérée comme étant un groupe d'individus violents, habillés de noir, et qu'il y a un discours médiatique très fort qui va s'associer à une responsabilité individuelle de personnes qui détruisent l'appareil d'État,
ou la manifestation physique du service public, quoi. Et moi, voilà, je ne suis pas capable d'en donner une définition absolue. Et donc, je ne sais pas quelle est la définition d'autres personnes. Et peut-être que ce que je considère et ce que j'associe à la tactique Black Bloc ne va pas du tout résonner pareil avec d'autres personnes. Et ce qui est peut-être d'une certaine manière la force, c'est que les contours en sont floutés et que ça ne m'appartient pas d'émettre un avis sur cette tactique-là en particulier. Alors merci beaucoup Manon. Tout de suite, on va écouter une musique que vous avez choisi de nous partager, qui est une musique qui est passée durant votre pièce Entre les deux il y a Gênes. Cette musique, c'est La joie du vertige par Clément Berthaud. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette chanson et ce qu'elle représente dans votre pièce ? Donc ce morceau, La joie du vertige, a été composé par mon ami Clément Berthaud, alias Kellem Solaire, comme toute la bande originale du spectacle Entre les deux il y a Gênes. Pour nous, c'est assez important dans nos spectacles de pouvoir proposer une musique originale à chaque fois, qui serait vraiment écrite pour résonner avec le texte et pour le porter. Ce qui nous permet, par exemple dans le cadre de La joie du vertige, de vraiment créer une forme de concentration sensible des enjeux du texte et du récit, et de pouvoir partager aussi une dimension émotionnelle à ce qu'on porte par la parole. Et c'est ce moment spécifique du spectacle, il est très fort pour moi parce que il continue de résonner, et il est maintenant indissocié de ce texte qu'on porte, qui est un extrait de Entre les deux il n'y a rien de Mathieu Riboulet. Et cette image de la joie du vertige, d'un coup se sentir pousser une émotion qu'on ne maîtrise pas et qui nous étourdit un petit peu, mais qui nous donne aussi la force d'avancer. C'est dans cette idée-là qu'on l'a écrite et qu'on a écrit le spectacle dans sa partition sonore. Et donc cette résonance avec le texte, on a aussi voulu pouvoir la contextualiser avec des inspirations musicales des courants italo-disco, notamment des années 80, en tout cas de pouvoir placer aussi un semblant d'évocation de la musique italienne pour ce spectacle qui parle quand même beaucoup de ce pays et qui était un courant musical qui nous réunissait déjà avec Clément avant de travailler ensemble. Peut-être pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, quelle leçon politique retenez-vous des événements de Gênes ? Alors je crois que si on regarde simplement ce qui s'est effectivement passé à Gênes pendant le contre-sommet, c'est très dur d'en tirer une leçon pleine d'espoir et positive, parce que ça a quand même été extrêmement violent pour toutes les militantes et tous les militants que j'ai rencontrés qui sont allés à Gênes
en ressortent pas forcément grandis, mais plutôt traumatisés de la violence qui a été subie et la violence dont ces personnes ont été témoins. Et notre spectacle n'est pas forcément non plus porteur d'espoir, puisqu'on essaye de transmettre le récit avec certains points de vue, mais quand même dans un déroulé chronologique de ce qui s'est passé jour par jour à Gênes. Là où Gênes est une vraie leçon politique pour notre équipe et pour moi et pour, je pense, certaines personnes qui ont vu le spectacle, c'est le fait qu'on continue d'en parler. C'est de réussir à se réunir autour de cette mémoire-là, de cette mémoire des luttes, et de continuer d'en parler et de continuer de s'indigner, de se remettre en question, d'être sidéré de ce qui a eu lieu et de pourquoi on paye encore les conséquences dans la normalisation et la banalisation des violences policières en manifestation. Et j'ai l'impression que c'est le fait de parler de Gênes, et c'est finalement la portée symbolique des événements de Gênes qui va me permettre de continuer de tirer de la force et de continuer de transmettre cette histoire, de la laisser m'habiter aussi, puisque le spectacle se clôt par cette phrase que j'ai écrite quand j'étais vraiment à Gênes, qui dit « Je n'habiterai jamais à Gênes, mais peut-être que Gênes m'habitera toujours ». Et c'est là où je crois quand même à la force du théâtre et à la force des récits qui permettent de continuer à se rassembler et à se positionner. Et alors vous, justement, en tant que metteuse en scène, vous mettez du coup ces événements en scène, quel geste en fait, politique vous réalisez à travers cette pièce ? Donc entre les deux, il y a Gênes, c'est ma première mise en scène. Et là, je suis en train de travailler à un second spectacle qui va être créé au mois de juin et de commencer à réfléchir au troisième. Et j'ai l'impression que le geste politique, pour moi, d'affirmer une esthétique théâtrale qui se positionne politiquement. Le théâtre a toujours été un moyen de mettre en scène des questions politiques, de les fictionnaliser ou de les documentariser par le biais du spectacle vivant. Et mettre en scène entre les deux, il y a Gênes. Affirmer un propos esthétique et un propos politique, ça m'a permis de trouver comment ce geste il se poursuit, comment je continue de trouver de la force dans la mise en scène avec notre nouveau spectacle, 2 ou 3 choses dont je suis sûre, qui va aussi s'intéresser à la question de violence. Alors cette fois-ci, on va être sur des violences moins collectives et plus intimes, puisqu'on part d'un récit qui est autobiographique ou à minima autofictionnel de Dorothy Allison, et qui va penser la trajectoire d'une vie et de comment un jeu JE va se positionner face à son histoire et face à des questions de violence de classe et de violence sexuelle. Et de proposer un théâtre qui se positionne et de proposer à un public de vraiment se rassembler autour de la question de la violence pour pouvoir proposer une hypothèse de réparation, ça n'est que possible, et on ne continue de penser le théâtre comme ça que parce qu'il y a eu pour nous entre les deux il y a Gênes avant. Je dis beaucoup nous, justement parce que le théâtre est un sport collectif et la mise en scène est finalement une place qui ne tient que parce qu'elle est complémentaire à la place des acteurs, actrices, techniciens, techniciennes, dramaturges, collaborateurs, collaboratrices, musiciens, musiciennes. Et j'utilise le « nous » parce que je me suis entourée de personnes avec qui je continue de travailler sur les différents spectacles. Et ce geste politique, on l'affirme ensemble et on trouve de la force aussi dans le fait de l'affirmer collectivement. Merci beaucoup Manon Aïssobéry. Alors nous arrivons au terme de cet entretien. Et pour terminer, notre question habituelle de clôture, c'est qu'est-ce que vous allez faire demain ? Alors, on l'a un peu vu avec votre nouveau projet, mais qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer à affronter le monde ? C'est pas quelque chose que j'arrive à faire tous les jours où j'essaye d'affronter le monde, mais quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est de ne pas présager des choses comme étant anodines dans notre manière d'affirmer une pensée et de la partager. Très souvent, et ça je ne suis pas la seule à le penser, je questionne l'utilité de mon geste de metteuse en scène et de l'utilité du théâtre. Utilité au sens de qu'est-ce qu'il permet vraiment d'enclencher, qu'est-ce qu'il permet d'émanciper, qu'est-ce qu'il permet de rassembler. Et très souvent, je questionne ce sens-là que j'essaye de donner à ma pratique théâtrale. Et c'est justement ça que j'essaye de transformer et d'émanciper chez moi, c'est de ne pas juger les choses comme étant anodines et que peut-être on déplace des grains de sable quand il faudrait déplacer des montagnes et que, encore une fois, le monde physique est plus fort que tout ce qu'on pourrait essayer de mettre en place et tout ce
pourquoi on essaye de raconter des histoires. Mais peu importe si la brèche qu'on arrive à ouvrir est infime ou gigantesque, le plus important est de continuer à essayer d'ouvrir des brèches. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, toujours continuer d'avancer. Et même si c'est important de se remettre en question et de s'interroger sur ce qu'on fait, le plus important reste de continuer à le faire. Merci beaucoup Manon Aïssobéry. On arrive au terme de cet entretien. C'était un plaisir de s'entretenir avec vous. Moi aussi, merci beaucoup de cet accueil. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.